Les fortes pluies et les inondations qui ont touché Lima ont causé en fin de semaine la mort d'au moins 112 personnes. Le phénomène météorologique El Niño a laissé la capitale péruvienne Lima au bord du chaos avec des milliers de sinistrés et la perspective d'une rupture d'approvisionnement en eau potable. Des milliers de riverains des quartiers industriels se sont réveillés avec de l'eau jusqu'à la ceinture, des torrents de boue dévalant les rues. Des centaines de personnes ont été évacuées par les services de pompiers et de la police débordés par des situations d'urgence. La force de la crue de la rivière Rimac a emporté en outre une passerelle pour piétons qui réunit les quartiers del Agustino et San Juan, rajoutant au chaos dans ces quartiers populaires. Les pluies qui ont frappé le Pérou ces dernières semaines sont similaires à celles qu'avait connues le pays lors du dramatique El Niño de 1998, lors duquel 500 personnes avaient trouvé la mort. Le pire phénomène El Niño au Pérou avait été celui de l'hiver de 82 à 83, lors duquel 9000 personnes avaient péri, victimes notamment des épidémies avec une chute de 11,6% du PIB du pays. 27 000 habitants, 20% de chômage, mais des rues propres et fleuries. Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, c'est la ville conquête devenue vitrine du Front National dans une France en crise. Steve Briouat, protégé de Marine Le Pen, a été élu au premier tour en 2014 en promettant la rupture avec l'ancien maire PS, condamné à la prison pour corruption. Mais derrière le programme axé sur l'assainissement des finances publiques, l'opposition dénonce les méthodes du maire et de son équipe. Des pratiques symptomatiques du Front National selon cet élu des Verts. Le fait que quelqu'un pense autre chose que sur leur ville, c'est pas possible. Qu'un journaliste produise un article qui n'est pas un article du journal municipal et qui dit juste que Steve Briouat est fantastique, c'est pas possible. Et donc, moi, je ressens finalement une certaine fébrilité. Et en fait, je pense que même s'ils essayent d'être le gendre idéal, d'être les maires, la vitrine, New Age du Front National, en vrai, ils sont restés les mêmes et ils ne peuvent pas s'empêcher de temps en temps de mettre le petit coup d'intimidation. En 2014, ce sont 11 municipalités françaises qui deviennent frontistes, dans le nord-est et dans le sud, exception faite de Mantes-la-Ville, seule localité FN en Île-de-France. Dès son investiture, le maire honore une promesse de campagne en stoppant net le projet de relocalisation d'une mosquée dans une ancienne trésorerie municipale. Le lieu de culte a finalement ouvert en mai 2016, mais une bataille juridique fait rage entre certains représentants de la communauté musulmane et le maire. En décembre dernier, Cyril Naute est débouté pour la 3e fois devant le tribunal administratif de Versailles. La Cour estime que son action pour récupérer des locaux de la trésorerie relève du détournement de pouvoir, alors que le dossier de l'association est en règle. À présent, le maire refuse de donner l'autorisation pour rénover le bâtiment. La plupart des maires FN ont tenu ces mêmes positions sur les grands thèmes du parti, s'opposant à l'ouverture des mosquées ou coupant les subventions aux organisations portant assistance aux migrants. Mais ils sont aussi confrontés à un autre problème venu de l'intérieur. Les équipes municipales frontistes se vident de leurs élus. 400 ont fait défection sur les 1500 que comptait à l'origine le parti. Le cofondateur de l'éditeur de logiciels Microsoft, Bill Gates, est toujours l'homme le plus riche du monde. C'est ce qu'a révélé le classement publié ce lundi par le magazine américain Forbes qui confirme l'ascension irrésistible des géants d'Internet. Pour la 4e année d'affilée et la 18e sur les 22 dernières années, Bill Gates arrive en tête du classement avec une fortune personnelle estimée à 86 milliards de dollars. Outre les jeunes fortunes d'Internet, le seul à avoir quelque peu bousculé la hiérarchie est le Français Bernard Arnault, président directeur général et fondateur du groupe de luxe LVMH qui passe de la 14e à la 11e place. Son patrimoine a augmenté de 22% en un an à 41,5 milliards de dollars. Il devance maintenant sa compatriote Liliane Bettencourt, héritière de l'empire des cosmétiques L'Oréal, avec 39,5 milliards de dollars. L'investisseur américain Warren Buffett, le dauphin au classement, est aussi un ami très proche de Bill Gates. Il suit d'ailleurs ce dernier à bonne distance avec un patrimoine estimé à 75,6 milliards de dollars. Autre progression marquée, celle du président directeur général et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui à 32 ans seulement est maintenant à la tête d'un patrimoine de 56 milliards de dollars, ce qui le situe en 5e position du classement. Voyage officiel du président philippin en Birmanie.
Une visite marquée par sa rencontre avec l'icône de la démocratie birmane, Aung San Suu Kyi. Au cours de son séjour, le président philippin Rodrigo Duterte, condamné par les Européens pour sa violente guerre contre la drogue, a fustigé le Parlement européen. Ce dernier ayant condamné la semaine passée le nombre élevé d'exécutions extrajudiciaires dans la guerre contre la drogue aux Philippines. Depuis son entrée en fonction fin juillet, plus de 2500 personnes ont été abattues lors d'opérations antidrogue, selon les forces de police. Un chiffre contesté et revu à la hausse par les organisations de défense des droits de l'homme qui évoquent plutôt 5000 morts. Amnesty International et Human Rights Watch ont déjà évoqué la possibilité que des crimes contre l'humanité auraient été commis aux Philippines. Rodrigo Duterte a été élu président l'an dernier. Lors de sa campagne, il avait promis éradiquer le fléau de la drogue en faisant abattre des dizaines de milliers de personnes, trafiquants et toxicomanes. Angela Merkel menace les responsables turcs d'interdiction de meetings électoraux. La chancelière allemande a en effet menacé lundi d'interdire les responsables turcs de prendre part à des réunions électorales pro-Erdogan en Allemagne. Une décision qui intervient après de nouvelles attaques à son encontre proférées par le président turc. Il y a quelques jours, le gouvernement fédéral a fait savoir très clairement à la Turquie que les apparitions de politiciens turcs en Allemagne ne peuvent avoir lieu que sur la base du respect des principes de notre Constitution. En d'autres termes, le gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, ce qui inclut un réexamen des autorisations accordées. Il faut dire que les rapports entre la Turquie et l'Allemagne traversent une crise aiguë depuis l'interdiction de plusieurs réunions électorales pro-Erdogan sur le territoire allemand. Berlin soupçonne Erdogan de vouloir, via ses provocations, se poser en victime pour mobiliser la communauté turque en vue du référendum du 16 avril prochain. Le dit référendum porte sur une réforme constitutionnelle censée renforcer ses pouvoirs alors que le régime est déjà accusé de dérive autoritaire. Trois candidats soigneusement sélectionnés par Pékin. Dimanche, un collège de près de 1200 grands électeurs va désigner le futur leader de Hong Kong. Et pour l'activiste Joshua Wong, cette élection n'en est tout simplement pas une. Il s'agit plus d'une sélection que d'une élection à Hong Kong. Il y a un processus d'écrémage pour écarter tous les candidats pro-démocratie. Il faut qu'on récupère nos droits dans cette élection. C'est le premier vote du genre depuis les manifestations de l'automne 2014 qui réclamaient des élections libres. L'échec du mouvement a poussé une partie des Hongkongais à appeler à la rupture avec la Chine, une idée rejetée par les trois candidats. Une campagne pour l'indépendance n'a pas sa place à Hong Kong, parce que nous suivons le principe d'un pays, deux systèmes, et Hong Kong fait partie intégrante du pays. Je pense que seulement une petite partie des Hongkongais ont cette idée, et je ne suis pas sûre pourquoi. Une fois que j'assume mon poste, je renforcerai la relation entre Hong Kong et la Chine. Ces prises de position valent à Carrie Lam le statut de favorite de Pékin. Face à l'ancien numéro 2 du gouvernement, celui qui était alors ministre des Finances, John Tsang, se veut plus consensuel et a d'ailleurs reçu des soutiens venus du camp pro-démocratie. L'objectif principal des candidats, c'est d'unir la société. Parmi les trois candidats, je pense être le seul à pouvoir unir la société hongkongaise. Mais peu importe l'issue du vote, le système prévoit que le vainqueur soit approuvé par Pékin. On a beaucoup parlé de Hong Kong sur la scène internationale, et pour Pékin, c'était pour les mauvaises raisons. Ils veulent que Hong Kong soit bien gouverné, et ils veulent quelqu'un avec qui ils peuvent travailler. Le camp pro-démocratie qualifie l'élection de farce. Il a d'ores et déjà prévu de manifester avant, pendant et après le vote. Au lendemain de l'attaque survenue devant le Parlement britannique à Londres, la police a procédé ce jeudi à 7 arrestations liées à cet attentat dont le bilan a été revu à la baisse et dans lequel la piste islamiste est privilégiée.
Des centaines d'enquêteurs ont travaillé toute la nuit et pendant ce temps, je peux vous dire que nous avons repéré 6 adresses et procédé à cette arrestation. Les investigations se poursuivent à Birmingham, à Londres et dans d'autres lieux dans le pays. London and other parts of the country are continuing. Malgré cet attentat meurtrier, la première ministre britannique Theresa May a indiqué ce mercredi soir que le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni restait inchangé. Les détails complets de ce qui s'est passé exactement ne sont pas encore connus. Mais à en croire les dernières informations que j'ai obtenues de la part de la police et des officiers de sécurité, je peux confirmer que cet épouvantable incident a commencé quand un seul assaillant a lancé son véhicule sur des piétons qui marchaient sur le pont de Westminster. Cet assaillant qui était armé d'un couteau a ensuite couru vers le Parlement, où il s'est retrouvé face aux officiers de police qui nous protègent, nous et nos institutions démocratiques. Malheureusement, un policier fut tué. Le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni a été fixé à sévère et cela ne changera pas. L'attaque de ce mercredi est survenue le jour même où la Belgique commémorait les attentats qui ont fait 32 morts à Bruxelles il y a un an. Ce jeudi matin, il n'avait pas toujours été revendiqué. Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé jeudi le retrait des militaires vénézuéliens qui ont fait cette semaine une incursion dans son pays après avoir protesté contre cette action totalement inacceptable auprès de son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. L'affaire a été déclenchée par l'installation mardi d'un campement militaire vénézuélien dans le département colombien d'Arauca, proche de la frontière. Maduro m'a assuré avoir ordonné le retrait des troupes du territoire colombien et nous avons décidé de maintenir le dialogue et les voies diplomatiques jusqu'à ce que la situation revienne à la normale, avait également fait savoir Juan Manuel Santos. Le ministre des Affaires étrangères des deux pays s'était déjà parlé à ce sujet mercredi pour tenter de clarifier la situation. La Colombie et le Venezuela partagent une frontière poreuse de 2200 km. En 2015 et 2016, la tension était montée après la décision du président Maduro de fermer cette frontière pour lutter contre la contrebande et le trafic de drogue. Soupçonnée d'un délit financier durant son mandat, l'ex-présidente argentine Cristina Kirchner sera jugée selon la décision du juge publiée par le Centre d'information judiciaire. Elle est accusée de préjudice à l'État lors d'une opération de spéculation sur les taux de change réalisée par la Banque centrale en 2015, la dernière de ses 8 années de mandat. Seront également sur le banc des accusés Axel Kicillof, ministre de l'économie de Cristina Kirchner au moment des faits, et l'ex-président de la Banque centrale d'Argentine. Cristina Kirchner a également été inculpée dans 2 autres affaires de corruption. Mais elle accuse de persécution politique le gouvernement qui se défend d'exercer une influence sur la justice. Pour le moment, la date de son procès n'a pas été communiquée. En octobre prochain, des élections législatives de mi-mandat auront lieu et une des incertitudes de la campagne porte sur un éventuel retour au premier plan de Cristina Kirchner qui vit en Patagonie en retrait de la vie politique depuis qu'elle a quitté le pouvoir en 2015.